L'imaginaire collectif se crée et se façonne à travers les récits, les vestiges, les ouvrages, la culture. Et aujourd'hui, la musique ainsi que les films sont un puissant vecteur de diffusion et de transmission. Dans un monde de plus en plus digitalisé, la masse utilise beaucoup plus les écrans pour s'informer plutôt que les livres. Par conséquent, le cinéma participe grandement à développer la culture et l'imaginaire collectif. Le soft power est partout. Les États usent de tous les moyens possibles pour influencer le monde et se montrer à leur avantage. Il faut garder en esprit que lorsqu'on visionne un film, il faut pas juste le regarder, mais prendre conscience du message qui est véhiculé. À travers une analyse critique, nous allons parler aujourd'hui du film Ni chaîne ni maître. Pour résumer brièvement le film, il traite de l'esclavage à Île-de-France, l'actuelle île Maurice, où l'on suit dans une plantation le quotidien d'esclaves travaillant la canne à sucre. L'histoire va se concentrer sur Massemba et sa fille Mati. Ce dernier a des privilèges, car il sert de traducteur, superviseur et dirigeant des autres noirs, afin qu'il n'y ait pas de révolte ou de fuite. Il rêve que sa fille soit affranchie, mais lors d'une soirée qui ne se passera pas comme prévu, il finira par perdre ses privilèges et sera séparé de sa fille. Cette dernière s'enfuira et, porté par la volonté de la retrouver, il s'échappera à son tour, ce qui lancera une traque par une chasseuse d'esclaves qui devra les retrouver, les ramener ou les tuer. Alors, ce film, ça donne quoi? Pour un premier film français qui traite de l'esclavage et le marronnage, on peut se permettre de dire, sur l'aspect cinématographique, que c'est pas mal. Les acteurs ont vraiment mis du leur pour qu'on puisse être immergé dans cette histoire. Le tout harmonisé et bien accompagné des images, de la musique ainsi que de la mise en scène qui rythme assez bien ce long métrage. Pour ce qui est du scénario, c'est correct. On voit qu'il y a un réel effort de recherche et de documentation pour que la plupart des éléments puissent être le plus réalistes possible. Le réalisateur a choisi d'adopter un point de vue intéressant qui change un peu des autres films de ce genre. Mais je développerai ça un peu plus tard. Dans l'ensemble, c'est un bon film, bien qu'il y ait pas mal de choses à critiquer et de points à développer. Le film aborde énormément de thèmes. Évidemment, le sujet principal, l'esclavage, mais aussi les camps, la violence, la mort, la colonisation, l'éthique, le travail dans les champs, l'identité, les cultures, l'ethnologie, l'anthropologie, la famille, l'humanisme, la religion, la spiritualité, le pardon et la vengeance. C'est l'un des tout premiers films français traitant de l'esclavage et surtout du marronnage. Par conséquent, lorsqu'on explore un nouveau monde ou une nouvelle thématique, au vu du sujet évoqué, de sa complexité et de la non-information des gens en général sur ces histoires, on se doit de poser les décors. Notamment, dès le début du film, ils auraient dû situer où était cette Île-de-France. Avec la pluralité tribale, avec les nombreuses ethnies retenues dans ce camp, on pourrait vite s'y perdre. Un point important qui a été obscurci est le marronnage et toute la culture qu'il y avait dans ces camps. Pour celui qui ne s'est jamais intéressé à l'histoire de l'esclavage, le terme marron ou marronnage n'ont aucun sens. Alors, pour vous détailler brièvement, le marronnage, c'était la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître pour aller se cacher dans les montagnes ou la forêt. Après sa fuite, ce dernier était appelé marron. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. C'est dommage de ne pas avoir montré un peu plus la vie de ces marrons qui ont osé l'évasion, ne pas avoir pris le temps de montrer leur liberté et leur vie en forêt ou en montagne. Eux qui ont tout laissé et qui sont partis de zéro. C'est clairement un point manqué du film. En faisant ça, juste ça, le film se serait directement démarqué des films de ce genre, où ne sont montrés, à juste titre bien sûr, que la violence, la romance, la souffrance et la volonté de revanche. Un gros point d'ombre concerne également la culture qu'il y avait dans ces camps. Comment ils vivaient, comment ils communiquaient. Ça aurait été intéressant de montrer dans le film les difficultés à parler, les difficultés du langage, montrer le créole, dû au mélange du français et des autres langues, dû aux différentes ethnies rassemblées. Montrer aussi comment ils se nourrissaient, les relations qu'ils avaient les uns avec les autres. Bref, leur quotidien. Un peu plus d'informations concernant la vie au sein de la plantation, aurait été la bienvenue. À partir de maintenant, on va spoiler.
Tout au long du film, on fera face à une trinité. Je ne parle pas là de l'aspect religieux, mais des 3 cas de figure auxquels on sera confronté. Une volonté de montrer au spectateur la rébellion, la remise en question des dogmes du passé et une forte envie d'émancipation. Mais on y reviendra plus tard. Alors pour ce qui est des personnages, j'aimerais parler de la notion d'identité et de culture qui sont assez fortes dans ce film. Le père, lui, Masemba, a renié ses racines et s'est adapté aux règles que les colons lui ont imposées, afin de protéger sa fille. Il souhaite qu'elle puisse lire, écrire, puis un jour être affranchie. Il ira même jusqu'à l'appeler Colette. Je vous parlais plutôt de trinité et d'émancipation. Le premier cas sera celui de cette dernière, Mati, la fille de Masemba. Assez têtue, refusant d'être docile et suivre les règles de la plantation, et préférant être appelée avec son véritable nom, Mati, plutôt que Colette, pour garder ses racines et sa culture et ne pas trahir la mémoire de sa mère, décédée. Le deuxième cas qu'on voit assez vite dans le film est celui d'Honoré, qui est le fils de Monsieur Larsenet, le maître de la plantation. Honoré, lui, a toujours grandi avec les esclaves, les a toujours côtoyés. C'est même lui qui a appris à Masemba à lire et écrire. Il les voit donc comme ses semblables, des êtres humains. C'est donc tout naturellement qu'il s'oppose lui aussi à son père. Il n'adhère pas aux anciennes mentalités. Lui qui est porté par le vent des Lumières veut casser les codes. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. On fait face à Madame la Victoire, incarnée par Camille Cotin, une impitoyable et renommée chasseuse d'esclaves, accompagnée de ses 2 fils, Baptiste et Joseph. Les 3 ont été engagés par Eugène Larsenet, le chef de la plantation, pour ramener Masemba et Mati. Il se trouve qu'elle et ses 2 enfants sont très croyants et justifient leurs actes par la religion. Le retournement de situation se fera après que Joseph ait été épargné par Masemba. Enfin, il voit de l'humanité en Masemba, lui qui considérait tous les Noirs comme des animaux sans âme, se retrouve à remettre en doute toutes ses croyances et tous ses agissements, à tel point qu'il renoncera à traquer un homme qui lui a laissé la vie sauve, quitte à se mettre à dos sa mère et son frère. On voit qu'il y a une répétition, une forme d'anaphore. Les enfants ne cautionnent plus les agissements des pères. Ils sont désireux de rompre avec les chaînes du passé. Le réalisateur a voulu nous transmettre un message de renouveau en critiquant certains agissements qui, au lieu d'être répétés et perpétués, doivent être remis en cause et combattus s'ils sont à l'encontre de notre morale. On a chez les jeunes une volonté de ne pas rentrer dans le même moule que leur père. Bref, tracer leur propre chemin. Parlons maintenant du mysticisme présent dans le film. Comme l'a dit Masemba, il est descendant d'une famille de féticheurs. Un point qui a été flou, malheureusement. Ça aurait été intéressant de voir un peu plus de pratique ou comprendre ce que ça signifiait. Pour ceux qui ne sont pas intéressés au sujet, ils pourraient s'arrêter à ce qu'on peut voir dans Kirikou par exemple, et avoir une mauvaise compréhension de ce que sont les féticheurs ou les fétiches. Tout au long du film, sa femme morte lui parle dans ses rêves, pour l'encourager, mais surtout pour lui dire de renouer avec ses racines et arrêter de les renier. C'est un sujet fort, très fort qui méritait d'être approfondi, pour donner pour la première fois au cinéma un sens positif à cette culture. Il est assez marrant de constater que lorsqu'une personne sort du schéma habituel, elle est tout de suite jugée négativement. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, musulman ou juif, cela sera considéré comme la norme. Mais si la personne se revendique vaudou, animiste, priant les ancêtres ou une spiritualité de ce genre, la majorité des gens l'apparenteront à la sorcellerie. Il aurait été intéressant d'un point de vue culturel de venir toucher ce côté-là aussi, car les Occidentaux et Arabes ont ramené leur religion en Afrique. Mais avant ça, avant qu'ils ramènent les leurs et les imposent, la plupart des tribus avaient déjà des croyances et spiritualités. On l'a bien vu lorsque nos protagonistes ont rejoint les peuples libres de la montagne, bien que venant tous de différents horizons de l'Afrique, Peul, Wolof, Soninké, Bantou, etc., ils priaient tous la même divinité. Certains l'appellent Mamiwata, d'autres Nam Ngesu. Et c'est lorsqu'il retrouve enfin sa fille qu'il décide de renouer avec ses racines, faire ce rituel pour se connecter de nouveau avec ses ancêtres et faire le nécessaire pour protéger son enfant. Un autre point qui m'a laissé sceptique, c'est lorsque, après s'être fait tirer dessus par Madame la Victoire, Masemba disparaît et réapparaît derrière elle pour la tuer. Si ce n'était que ça, ça va. Le pire, c'est juste après, lorsque la femme de Masemba, qui est censée être morte, apparaît de nulle part pour envoyer une lance en plein cœur de Monsieur Larsenet. Une scène incompréhensible. Passons maintenant à la religion. Point que le réalisateur remet en cause, avec Madame la Victoire et ses 2 enfants. Il justifie leurs actes
par les dires des théologiens et du clergé. Le réalisateur pointe du doigt les religieux qui suivent une foi aveuglement sans remise en cause de celle-ci. Surtout que les dires de l'Église catholique vis-à-vis des hommes noirs a radicalement changé avec le temps. Et un point qui me dérange, aujourd'hui nous avons suffisamment de données et d'informations durant l'époque de l'esclavage. Or, dans les films de ce genre, on nous fait croire que certains blancs colons étaient attristés de cette situation, qu'ils considéraient les noirs comme des humains et voulaient leur bien, alors que ça devait être rarement le cas. Bref, ça me semble vraiment en gros pour l'époque et je trouve c'est un manque de respect pour toutes les personnes qui ont vécu ça de près ou de loin. Un autre problème que j'ai, c'est le fait d'adoucir la souffrance des esclaves. Ils se prennent des coups de fouet et sont mutilés, etc. Bien que ce soit déjà assez violent de voir ça, je trouve qu'ils pourraient aller encore plus loin. Pas nécessairement pour choquer et marquer les esprits, mais aussi pour montrer le côté sombre de l'être humain. Certains ont dû tuer de leurs mains des membres de leur famille ou des amis. D'autres ont été amputés, car l'un des parents n'était pas assez travailleur. D'autres ont été violés. Et j'en passe. Par conséquent, il faudrait arrêter de limiter tout ça. Nous pouvons observer que le réalisateur a assez bien retranscrit dans ce film ce qu'il a vu pendant ses recherches sur le sujet. Que ce soit sur comment était travaillée la canne à sucre, la pression mise aux esclaves pour la production, ainsi que le marronnage. On peut également noter qu'il a voulu montrer un réalisme qui se détache totalement d'un film comme Django, par exemple. Il a voulu un film ancré dans le vrai. Il le montre notamment dans la difficulté de se déplacer des marrons, car n'ayant pas de chaussures, ils doivent endurer les douleurs des entailles, blessures et infections. Le film se clôture donc sur un moment puissant et émouvant. Les marrons, refusant de se rendre aux colons, donc de retourner en captivité, préfèrent se donner la mort en sautant d'une falaise plutôt que d'être à nouveau privés de leur liberté. Ils se dirigeront donc vers une falaise en chantant à l'unisson un chant sur la liberté. Il y a 4 questions principales qu'on s'est posées en sortant de la salle, qui sont celles-ci. 1. Est-ce que ce film sert ou dessert la cause noire ? 2. A-t-on besoin de ce genre de film ? 3. Que doit-on retenir de ce film en tant que noir ? 4. Comment les gens pourraient percevoir ce film ? Pour la première question, il peut y avoir 3 types de réponses. On va les généraliser en 3 types de personnes. Je pense que la majorité des gens, en général le type 1, sont contents d'avoir vu un film français qui parle de l'esclavage, qui se passe ailleurs qu'en Amérique, avec des acteurs francophones, car les Afro-Américains ne sont pas les seuls à l'avoir vécu. Le fait que ce soit aussi sur le marronnage, ça parlera aux Antillais ou aux autres gens des autres îles, notamment l'île Maurice, ici présentée. Donc ceux-ci vont plutôt apprécier le film pour ce qu'il est. L'autre, c'est l'extrême opposé, ceux qui attendaient le film au tournant pour pouvoir le critiquer. À tort ou à raison, car ils en ont marre. À juste titre, car à chaque fois qu'on parle de l'histoire des Noirs et ses sujets en général, ce soit pour nous résumer encore une fois, toujours, qu'à la colonisation. Sachant qu'on pourrait avoir des films pour montrer la beauté de l'histoire et la richesse culturelle des peuples noirs. Un film comme The Woman King est à saluer. Et des histoires que l'on peut adopter au cinéma sont légion. Je pense notamment au Roi Mansa Musa, Toussaint l'Ouverture, Shaka Zulu ou la Reine Nzinga. Ou encore plus récemment, la guerre remportée des Éthiopiens face aux Italiens. Bref, des histoires, il y en a. Et pour finir, pour le 3e type de personnes, les gens qui sont un peu comme nous, qui restent dubitatives sur certains éléments manquants, qui auraient donné plus de sens ou approfondi certaines thématiques, afin de vraiment se détacher de tous les films du genre. Est-ce que ça sert ou dessert la cause noire ? Alors, en cherchant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai pu prendre en compte l'avis de beaucoup de personnes. Et à mon sens, je suis mitigé. Culturellement et au niveau du cinéma, oui, on a besoin de ce genre de film pour parler à tout le monde. Par contre, au niveau de l'histoire, ça dessert plus la communauté qu'autre chose. Je m'explique. En mettant ce genre de film au cinéma, ça permet de maintenir une sorte de mémoire auquel les gens concernés pourront se rattacher facilement, car dans le monde d'aujourd'hui, il est plus facile de regarder un film que de lire un livre. Donc ça participe à l'apprentissage, même si, à mon sens, c'est pas le meilleur moyen. En fait, le souci, c'est qu'en regardant ces films, les gens les prennent pour acquis. Sauf que ce genre de film passe sur beaucoup de détails importants qui doivent être su pour comprendre la complexité de cette période. J'estime qu'en regardant ce genre de film, sur une moyenne, sur une durée de 2 heures, allez, à peine 10-15 minutes, apprendront réellement des choses. D'où l'importance des scénaristes et réalisateurs d'expliquer et d'étayer. Je pense sincèrement que les Nord-Africains ou Antillais sont des fainéants, qui refusent d'aller se renseigner eux-mêmes sur l'histoire d'Afrique ou de leurs îles.
voire même de leur simple pays, à travers de la lecture ou des recherches, mais seront les premiers à pleurer et à réclamer des films pour qu'on leur explique ça, alors qu'il y a beaucoup de documentaires, livres, études et recherches sur ces sujets-là qui ne demandent qu'à être découverts. Et c'est dommage, voire même ridicule, que des gens doivent attendre qu'on sorte un film sur leur continent, pays, île ou ethnie pour pouvoir s'y intéresser. J'irai même encore plus loin. On parle souvent de la France comme un pays multiculturel. A raison, mais beaucoup de Noirs de France, qui sont nés ou y ont grandi, n'ont que la culture française. Ils ne savent rien de leur histoire, de leurs racines, de leur ethnie. Ils n'y sont reliés que par des plats, le foot et la musique. Allez, pour les plus chanceux d'entre eux, ils auront la langue. Tout ça pour dire que, bien que ce genre de film doit persister au cinéma pour l'importance de la représentation, on trouvera plus d'informations hors film que dans des films. Il faut que chacun puisse faire les recherches adéquates sur son identité, sa culture, afin d'être en résonance avec lui-même et ne pas être perdu. Point majeur du film avec Massemba qui, tout au long du film, doit renouer avec qui il est vraiment. Que doit-on retenir dans ce film en tant que noir ? La finalité de ce film laisse perplexe. L'acte fort qu'ils font, c'est de chanter tous ensemble, se tenir par la main et sauter de la falaise. C'est bien, mais comme dit plus tôt, c'est fort et émouvant, d'accord. Mais quitte à mourir, pourquoi ne pas essayer d'attaquer ceux qui vous tiennent en joue ? À part le fait de consolider son identité, renouer avec ses valeurs, ses racines et sa culture, in fine, il n'y a pas vraiment d'autre chose à retenir. Le point majeur du film, le marronnage. On y passe 10 minutes à tout casser. La spiritualité, on n'en sait pas plus. Sur les fétiches non plus. La vie dans les plantations, non plus. Rien. Au final, visuellement, au niveau de la mise en scène et scénaristiquement, c'est plutôt bien. Mais au niveau de la valeur ajoutée, il n'y a rien. C'est maigre. On a un énième film classique sur l'esclavage qui est là pour parler de personnages et d'un moment en particulier, plutôt que sur les conditions collectives vécues en captivité. Alors voilà, c'est la fin de l'analyse. Je tiens à préciser que c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. N'hésitez pas à mettre vos avis du film en commentaire pour qu'on puisse en discuter et débattre tous ensemble. À bientôt dans les paroles du village.